RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonjour, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et sur RFI. Bonjour Véronique Rigolet. Bonsoir. Bonjour Clémentine Autain, vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et donc notre invitée aujourd'hui. Bonsoir Clémentine Autain. Vous l'avez noté comme nous, les ministres européens du Travail se sont mis d'accord hier soir pour corriger, je vous vois déjà faire la moue, mais en tout cas pour corriger cette très controversée directive sur les travailleurs détachés. Un durcissement, voilà ce qui a été décidé hier soir, dont s'est immédiatement, en tout cas dès ce matin, félicité le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui salue tout à la fois une victoire de la France et du président Macron. On l'écoute. Il s'agit, je crois, d'une victoire pour le droit des travailleurs, pour la lutte contre le dumping fiscal. Mais il s'agit aussi de la victoire d'une méthode. Il y a certains qui ont utilisé les... Macron, vous voulez dire ? Oui, certains ont utilisé les travailleurs détachés, y compris pendant toute la campagne, pour dire « Ah, l'Europe, l'Europe, l'Europe ». La réalité, c'est quoi? C'est qu'Emmanuel Macron a dit « Je ferai changer le statut des travailleurs détachés pour protéger les travailleurs, tous les travailleurs, mais aussi les travailleurs français. » Et donc, il y a eu plusieurs mois d'actives négociations, la tournée qu'il a fait à la fin de l'été dans les pays européens, des moments de tension, notamment avec la Pologne, mais aujourd'hui, un accord. Mais un accord pour tous, un accord pour l'Europe. Voilà, est-ce que c'est un bon accord? Ça fait longtemps que chacun, en tout cas chez vous, souhaitait voir rectifier cette directive sur les travailleurs détachés. Est-ce que vous pensez, comme les syndicats, comme FO, comme la CGT, que ça va à tout le moins dans le bon sens, même si ça ne règle pas tout? Écoutez, on a envie de dire tout ça pour ça. Monsieur Castaner a expliqué les efforts déployés par le président de la République pendant des mois pour arriver à une situation qui n'est absolument pas satisfaisante. Pourquoi? La question n'est pas réglée. C'est de la poudre de perlimpinpin, si vous voulez, pour reprendre le terme qu'aime bien notre Jupiter de président. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ces travailleurs détachés? Vous allez avoir des cotisations sociales qui vont continuer à être en référence avec le pays d'origine. Donc, le dumping, il va continuer d'exister, puisque le salaire pour l'entreprise ne va pas être le même. On parle d'une correction. C'est une correction, mais le dumping va continuer à s'exercer. Deuxièmement, vous avez les routiers, et c'est pas rien, qui sont exclus de l'accord. C'est très important, ces routiers qui sont exclus de l'accord, parce que aujourd'hui, je vais prendre un seul exemple, si vous avez un routier roumain, il gagne 200 € par mois. Comment voulez-vous que, dans notre système français, on puisse être compétitif ? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut une harmonisation à bien plus grande échelle, de bien plus grande ampleur, et de permettre d'éviter de mettre en concurrence les salariés. Et rien n'est fait pour la fraude. Contrairement à ce que dit le gouvernement, on reste dans les clous qui étaient ceux qui étaient déjà définis auparavant. Alors qu'il faudrait davantage de contrôle pour éviter toute forme de fraude. Et je ne vous parle pas des délais un peu ridicules, puisqu'on nous dit, regardez, ce sera pour un an et non plus... en réalité, et à partir de 2022. Bien sûr, et à partir de 2022, n'en parlons pas. Alors, les délais sont extrêmement longs, mais là, je parlais du délai du contrat. Il y a deux choses, deux choses différentes sur le délai du contrat. Les pays de l'Est ne voulaient absolument pas en entendre parler. On a fait un premier pas hier soir à Bruxelles. Non, ce que je veux juste dire, c'est que ce sont d'énormes efforts pour modifier à la marge une question qui est importante, mais une question parmi tant de questions sur la concurrence généralisée qui est en train de s'organiser à l'échelle européenne. Donc, vous voyez, je pense que le compte n'y est absolument pas et qu'on pourrait parler de tant de sujets dont ne se préoccupe pas ou peu le président de la République. Je pense par exemple au CETA, qui est un traité de libre-échange avec le Canada qui va totalement bouleverser des normes environnementales, des normes en matière de principes de précaution, des normes en matière aussi de souveraineté d'un État, puisque maintenant une multinationale, avec ce CETA, pourrait saisir un État qui prendrait des mesures sociales contraires à son intérêt économique. Je ne sais pas si vous voyez où on va, et tout cela se fait dans le dos des peuples, dans le secret de la diplomatie des États. Et je prends le CETA, mais il y a évidemment de très nombreux sujets qui, aujourd'hui, empêchent des politiques progressistes de se mener. Permettez-moi un autre exemple encore. Puisque nous avons voté contre le budget et notamment la partie sur les recettes. On vient de le faire aujourd'hui même. Et par exemple, il y avait une taxe, la fameuse taxe de 3% sur les dividendes.
Et elle n'est pas possible parce que l'Union européenne interdit ce type de taxe. Donc l'Europe qui protège d'Emmanuel Macron. Non, mais pour l'instant, c'est une Union européenne, c'est pas l'Europe. C'est l'Union européenne, dans ces traités qui sont des traités néolibéraux, empêche, y compris un État, de mener une politique progressiste. Je vous donne l'exemple des 3% sur les dividendes, puisque maintenant, y compris les patrons nous disent, les grands patrons disent, l'État français doit 10 milliards d'euros en rétrocession à ceux qui, tout simplement, font de la rente, tiennent des dividendes sur le dos de celles et ceux qui travaillent. Nouveau cheval de bataille, l'Europe. D'abord, c'est pas nouveau, vous savez. Je sais que c'est pas nouveau. Vous savez, moi, j'ai mené là. En tout cas, ces derniers jours, faute de mobilisation dans les rues, pourrait-on dire, on vous a vu beaucoup attaquer l'Europe, entre le problème du drapeau européen dans l'hémicycle, le problème du mécanisme de solidarité. On a entendu Jean-Luc Mélenchon dire « I want my money back ». Mélenchon faisant du Thatcher, c'est croquignolesque pour reprendre une expression aussi. Non, ce que nous disent... Que vous avez mis, il y a vraiment une offensive particulière maintenant. Non, notre ennemi, pour faire oublier des déboires par ailleurs. Notre ennemi, ce n'est pas l'Europe en tant que telle. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé hier, c'est le néolibéralisme et cette mondialisation qui est au service des intérêts de la finance et non pas des peuples. Et donc oui, s'il faut choisir entre les peuples et les traités, nous choisissons les peuples. C'est ce que nous disons. Non, mais ça, on sait bien. Vous le savez, à l'échelle d'une globalisation... on a l'impression qu'il y a une offensive un peu généralisée contre l'Union européenne en ce moment dans... C'est-à-dire que c'est plutôt dans l'autre sens. Ouais. C'est les exemples que je vous donnais montrent la difficulté aujourd'hui de sortir de la case du droit du travail, de la marchandisation de tout et n'importe quoi, de la concurrence généralisée entre les peuples. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la façon dont cette Union européenne s'est construite empêche ce type de politique. Mais elle se fait grâce à des États qui, évidemment, sont consentants. Alors c'est là où, vous savez, quand nous disons plan A, plan B, faisons très attention. On est pour un plan A et on veut que le plan A réussisse. Parce que croire qu'à l'échelle internationale, on va s'en sortir juste en se repliant dans nos frontières nationales, malheureusement, c'est complexe, vous voyez bien, c'est évident. Donc, il faut pouvoir mener des politiques à l'échelle nationale qui soient progressistes et dans le même temps, travailler à des convergences européennes qui nous permettent de taper du poing sur la table et de construire différemment les solidarités, les coopérations nécessaires. Mais on voit les efforts que ça réclame pour changer, même à la marge, une directive sur les travailleurs détachés. C'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Vous feriez fort de tout bouleverser le système. Je pense que si la France... taper du poing sur la table en disant écoutez, ça maintenant... on l'a déjà entendu, ce genre de discours, taper du poing sur la table au niveau européen, ça a rarement marché. Vous avez vu quelqu'un qui l'a fait, mais qui? Mais vous avez critiqué mais François Hollande. Du poing sur la table mais personne. Vous avez critiqué François Hollande et vous dites en gros que Emmanuel Macron fait peut-être pire. Oui, parce que François Hollande, il avait dit « je vais aller voir Merkel, elle va voir ce qu'elle va voir ». Il mettait en cause le traité Mercosur. À peine élu, il s'est passé quelques semaines, il est allé voir Angela Merkel, il a tout signé. Voilà ce qui s'est passé. Et Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, il n'a jamais promis qu'il taperait du poing sur la table et il veut relancer le couple franco-allemand sur des bases qui sont des bases correspondant totalement à la logique des traités, ce qui est la logique de sa politique. C'est une politique au service des riches, au service du monde de la finance et donc il se sent très à l'aise dans cette Europe telle qu'elle s'est construite. Donc voilà son objectif, c'est s'inscrire, se mouler dans ces normes européennes quand nous disons qu'il faut les contester, et je reviens sur taper du poing sur la table, on peut changer d'expression, je n'ai pas de problème avec les expressions. Non, juste que si la France disait, écoutez, maintenant, ça suffit la règle d'or, ça suffit la concurrence généralisée, je vous assure que aussi parce que c'est le poids de la France, qui n'est pas tout à fait la Grèce, les choses iraient sans doute différemment et nous trouverions peut-être des partenaires, je pense par exemple au Portugal, mais on ne sait pas, le temps allant peut-être d'autres pays, et il le faut, qui tout simplement s'allieraient pour réorienter profondément, pas à la marge, pas simplement pour mettre un peu de cosmétique sur les travailleurs détachés, mais au contraire pour changer l'objectif même de cette Union européenne, c'est-à-dire en fait du sens à être ensemble. Mais là où vous avez vraiment voulu taper du poing sur la table, c'est notamment dans la rue. On a vu des mouvements contre la réforme du Code du travail. Ça s'est essoufflé. On a entendu parler d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées. On les attend toujours, ça a fait pchit, il faut bien le dire. Alors, faisons très attention. Jusqu'à maintenant. Parce que on ne sait jamais le moment où ça part. Et que, honnêtement, on était parti sur les ordonnances sur la loi travail, qui sont gravissimes.
chemin faisant, si j'ose dire, on a eu toutes les mesures, les milliards de cadeaux qui ont été donnés par le biais de la réforme de l'ISF aux plus riches, qui quand même mettent en colère, et à raison. Nous avons eu également la loi de sécurité intérieure. La contestation s'essouffle, c'est incontestable. Oui, mais je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ce gouvernement agit dans un sens qui n'a pas de majorité sociale, d'idées dans ce pays. Donc vous avez un petit problème démocratique un peu explosif et qui pose d'ailleurs la question. Et comment vous expliquez dans ce cadre-là le manque de mobilisation, en fait ? Il n'y a pas toujours une corrélation dans l'histoire. D'abord, il n'y a pas toujours de corrélation entre une critique du pouvoir en place et le fait qu'il y ait des mobilisations d'ampleur. Et ensuite, vous aurez remarqué, à travers l'histoire également, que par exemple, en avril 68, la France s'ennuyait, qu'avant novembre-décembre 95, je m'en souviens personnellement, au mois d'octobre, on trouvait que la situation sociale, politique était très atone. Quelques semaines après, le pays était bloqué, Paris sous la neige, il n'y avait plus de métro, tout le monde marchait à pied pendant des semaines et des semaines. Donc moi, je vous dis juste que la situation de ce pays est instable sur le plan politique. Il existe une colère sociale grandissante et qu'on ne sait pas exactement quel va être le chemin qui va permettre de transformer cette colère en espoir. Vous vouliez le montrer. Jean-Luc Mélenchon s'en est voulu le chantre et il est déçu aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais alors, ça n'empêche pas d'être déterminé, ça n'empêche pas de continuer à vouloir convaincre, ça n'empêche pas de dire aux syndicats, nous sommes disponibles. Il est un peu amer avec les syndicats d'ailleurs. Mais c'est il ne cache pas son amertume, c'est de la faute des syndicats si la mobilisation Donc s'il y avait eu une unité syndicale, mais elle était sans doute difficile, ne serait-ce qu'à cause de la position de la CFDT, sans doute était-elle difficile. Moi, je ne suis pas syndicaliste, je suis responsable politique, donc je ne leur jette pas la pierre. Je dis, quelle est notre responsabilité à nous comme force politique ? Nous rendre disponibles si les syndicats nous disent, à ce moment-là, mettons-nous ensemble dans la rue. Voilà. Et deuxièmement, faire le travail de contestation, d'argumentation qui permet d'éveiller les consciences sur la gravité du moment que nous traversons et sur la nécessité du nombre mobilisé. S'il n'y a pas le nombre mobilisé, alors nous allons continuer, comme ça s'est fait en Angleterre, à prendre les coups. À prendre les coups sur la casse de nos protections et de nos droits, sur un partage des richesses qui se fait au profit des plus riches, qui est quand même assez incroyable. C'est la technique du bélier telle que l'a définie Jean-Luc Mélenchon. On cogne et la forteresse finira bien par tomber. Oui, on se rebelle en tout cas, bien sûr. On ne va pas dire merci, non mais vous vous rendez compte. Mais bien sûr, continuer à donner des milliards. On a un trou de la Sécu qui est de 5,2 milliards. Au nom de ce trou de la Sécu, on nous explique qu'on va dérembercer des soins, qu'on va fermer des lits ou en tout cas certainement pas en ouvrir davantage, une espèce etc. de purge à ce niveau-là. Voilà, et 5,2 milliards, c'est même pas le montant des cadeaux qui ont été faits aux plus riches. Vous avez 3,5 milliards pour ce qui concerne l'ISF, mais vous avez encore 1,3 milliard pour ce qui concerne la taxe flat et encore des milliards de niches fiscales. Au total, c'est 9 milliards de cadeaux. Et on nous dit que les 5,2 milliards de l'assurance maladie, du fameux, de ce qu'on appelle le trou de la Sécu, d'ailleurs comme si l'assurance maladie devait être équilibrée, comme si c'était une entreprise, c'est complètement absurde. C'est un effort de solidarité, elle ne doit pas être rentable, elle doit être utile. Est-ce qu'économiquement, ça peut avoir un sens ? Est-ce que ça peut mener à un mieux-être, en tout cas économique pour le pays, à votre sens, ou pas du tout ? On fait véritablement fausse route. Ah ben oui, par ailleurs, tous les pays européens ont tenté ce type de mesures. Ça crée de la récession économique, ça creuse les inégalités partout. Alors on peut faire comme en Allemagne, transformer, même si la situation de l'Allemagne n'est pas tout à fait la même que la France, il faut faire très attention, mais en Allemagne, effectivement, on peut résorber le chômage en créant des travailleurs pauvres en masse. Oui, ça c'est toujours possible, on peut faire ça, mais ça ne résorbe pas les inégalités. Par ailleurs, les restrictions budgétaires imposées par l'Union européenne, pour le coup, avec la règle d'or, elles ont un effet sur l'activité économique. Ça crée de la récession économique. Même le FMI, vous voyez, ce n'est pas une instance gauchiste, s'alarme aujourd'hui sur ces politiques-là et dit attention, arrêtez, parce que là, il y a un trop-plein dans le système financier et cela ne permet pas d'avoir une économie qui est une économie dynamique et juste. Donc la France court au désastre avec la politique mise en œuvre par le président Macron 5 mois après son arrivée. Oui, je pense que nous courons en effet à une catastrophe sociale d'ampleur. Tout à fait. Je voudrais en venir à un sujet dont on parle depuis plusieurs semaines, le sujet du harcèlement sexuel. On en a parlé évidemment dans le cinéma suite au scandale de Harvey Weinstein aux États-Unis. On commence à en parler en politique française, y compris au sein de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs noms qui ont été jetés un petit peu en pâture.
l'ancien ministre Pierre Joxe, Jean Lassalle. Il y a aussi un député de La République En Marche. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte contre Christophe Arendt, député de la Moselle, accusé par une ancienne assistante d'agression et de harcèlement sexuel. La parole se libère, c'est un sujet qui vous touche en particulier. Est-ce que vous pensez qu'en effet la politique est tout sauf épargnée par ce phénomène? Oui, la politique, le monde du cinéma, mais en fait, quand vous regardez ce qu'a généré l'hashtag Balance ton porc, c'est un flot de paroles qui concerne tout un chacune. Il y a ces femmes courageuses qui, dans des milieux connus du grand public, ont lancé d'une certaine manière l'alerte, ont permis de donner une grande visibilité à des cas de harcèlement, d'agression sexuelle. Et puis, vous avez le flot de toutes ces femmes qui peuvent être caissières dans un supermarché, cadres dans une entreprise, qui se trouvent sous le joug de quelqu'un qui utilise son pouvoir et sa domination masculine pour tout simplement vous considérer comme un objet sexuel. Mais c'est vraiment... Et là, c'est un moment de rupture sociale, culturelle, politique que nous traversons parce que le phénomène est massif, il est collectif. C'est vraiment un mouvement de fond, c'est vraiment une page qui se tourne. On va s'arrêter à quelques noms on ne s'arrête pas d'ailleurs à quelques noms, parce que je constate chaque matin qu'il y a des nouveaux noms. Mais oui, c'est pas tant le problème des noms, c'est le courage de ces femmes qui arrivent aujourd'hui à dire « ce n'est pas acceptable, je vais aller déposer une plainte, je ne peux pas supporter que des hommes me considèrent de la sorte ». Elles redeviennent à ce moment-là pleinement sujet. Et ça, c'est très, très fort. Par ailleurs, moi, j'ai eu des témoignages de collègues masculins me disant, mais finalement, moi aussi, ça me remet en cause dans mon comportement. Peut-être qu'il y a des choses que je faisais, que je disais. Je ne parle pas de ça leur était pas arrivé pendant l'affaire DSK, ça leur était pas arrivé à l'esprit pendant l'affaire Beaupin. C'est maintenant qu'il y a le hashtag. Sauf que l'affaire DSK, on était sur une affaire de viol. Là, on touche à des choses plus quotidiennes, encore plus quotidiennes, même si le viol est quotidien et c'est un phénomène de masse. Mais je dirais que le harcèlement, il touche y compris, tout se tient, c'est la même, il y a une forme de continuum, c'est pas la même gravité, mais il y a une forme de continuum. Ça touche aussi au rapport de séduction, à la sexualité. C'est au fond, est-ce qu'on va libérer le désir? Est-ce qu'on va accepter que la façon dont on se séduit, dont on a une relation sexuelle, elle se fait sur la base d'un respect mutuel, c'est-à-dire qu'on considère le désir de l'autre. C'est ça la question. Est-ce que les hommes considèrent pleinement, s'intéressent au désir des femmes? Et moi, je pense que si on s'intéresse au désir des femmes, je parle des hommes, s'ils s'intéressent au désir des femmes, leur sexualité, leur rapport de séduction vont sans doute être plus riches, plus intéressants, plus libres. À ce propos-là, alors que 53% des femmes disent avoir été harcelées ou agressées, on entend très peu d'hommes pour soutenir cette parole qui se libère. Donc la page qui se tourne, peut-être elle a un peu du mal à se tourner. Je pense qu'il y a un petit malaise d'abord. Un petit il y a un malaise, non? Un malaise, question de se sentir légitime sur la question. Après, je pense que ça va venir parce que c'est une question politique qui nous est posée. Absolument. On en parle, j'imagine, à l'Assemblée nationale. Bien Il y a peut-être des gens, des femmes qui vous ont parlé, parce qu'elles connaissent votre passé, votre engagement sur le sujet, oui, c'est vrai. Dont on n'a pas encore entendu parler, qui vont peut-être... Oui, beaucoup de femmes se parlent d'abord. Ce qui est important. Le sujet de conversation s'invite à la machine à café dans toutes les entreprises, j'imagine, ou au dîner à la maison. Dans les ascenseurs de l'Assemblée nationale, on a placardé des petites affichettes pour rappeler c'est quoi le harcèlement au cas... C'est un fléau particulier Non, pas à l'Assemblée. Je tiens à dire que ça concerne l'ensemble de la société. Ce qui est clair, c'est que dans les milieux de pouvoir où les femmes y sont sous-représentées, c'est évidemment un lieu où ces phénomènes peuvent s'amplifier. Mais ne croyons pas que la politique ou Hollywood sont les seuls espaces dans lesquels il y a du harcèlement. Ce serait totalement faux. Et j'espère que les cas des very important person parlent à celles et ceux qui le vivent au quotidien dans des milieux évidemment ordinaires, populaires. Il y a un cas qui a beaucoup fait parler, celui du député Arendt, dont on vient d'apprendre qu'une information judiciaire, préliminaire, avait été ouverte. La ministre du droit des femmes, Marlène Schiappa, juge que s'il est mis en examen, il devra quitter l'Assemblée. D'aucuns soutiennent qu'il devrait partir dès à présent, ou au moins être suspendu. Vous en pensez quoi? Oui, écoutez, oui, ça me paraît une bonne idée pour lui. Il devrait partir maintenant?
Oui, je pense que c'est une bonne idée. Eh ben, ça sera les mots de la fin. Effectivement, et je voudrais saluer le courage de cette femme qui a témoigné, parce qu'elle a donné, y compris des détails qui permettent de mieux comprendre ce qu'est le harcèlement. Merci beaucoup d'être passé par RFI. Dans un instant, après les infos, notre deuxième invité, David Racheline du Front National. Bonjour, bienvenue à vous, vous êtes sur France 24, l'actualité à 18h30, heure de Paris, et ils auront donc parlé à droits de l'homme, les cas d'une quinzaine de détenus abordés par Emmanuel Macron lors de son tête-à-tête d'une cinquantaine de minutes aujourd'hui à l'Elysée avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Mais lors de leur conférence de presse devant les caméras, le président français s'est gardé de toute critique envers l'Égypte, pourtant accusée par plusieurs ONG d'entorse grave aux droits de l'homme. Écoutez. La première chose, c'est que je suis conscient du contexte sécuritaire et des conditions dans lesquelles le président Sisi opère. Il n'est pas à Paris comme nous le sommes aujourd'hui. Et il a un défi, la stabilité de son pays, la lutte contre les mouvements terroristes, la lutte contre un fondamentalisme religieux violent qui a montré en Égypte tout ce à quoi il pouvait conduire. C'est le contexte dans lequel il a à présider et son gouvernement a à gouverner. Nous ne pouvons en faire abstraction. Voilà, les deux hommes qui ont insisté sur le partenariat de leur pays en matière de lutte contre le terrorisme et de défense. Au menu des discussions, on le sait, l'achat par l'Égypte de 12 avions de combat Rafale. Bercy bloquerait jusque-là la signature face à la demande du Caire de bénéficier de facilités de paiement. Il était l'inflexible ministre des Finances en Allemagne. Le voilà désormais président du Bundestag, Wolfgang Schäuble. Son départ du gouvernement a été le prix à payer par Angela Merkel pour former une nouvelle majorité. Il faut dire que le Parlement est fracturé avec l'entrée notamment de 92 députés de l'AfD, le parti d'extrême droite. Axel Simon. Monsieur le Président, j'accepte cette élection. Élu à une très large majorité, Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances d'Angela Merkel, devient président du Bundestag, recueillant 70% des voix des députés. Le premier défi qui l'attend sera d'encadrer les débats parlementaires qui s'annoncent houleux dans l'hémicycle. Les 92 députés du parti d'extrême droite AfD ont fait leur premier pas au Parlement. Et ils entendent mener la vie dure à Angela Merkel et à son parti de centre-droit, CDU, qui a remporté la majorité aux dernières élections législatives le mois dernier. Le nouveau président a l'intention de pacifier les débats. Au cours de ces derniers mois, certains dans notre pays ont déversé des tonnes de mépris et d'avilissement. Et cela n'a pas sa place dans cette enceinte de travail. L'écrasante majorité des citoyens allemands veut que nous travaillions ensemble de manière civilisée. Pourtant, les élus d'extrême droite ont prévenu, ils ont l'intention d'aller à l'affrontement, promettant une nouvelle ère lors de cette session inaugurale. Le 24 septembre dernier, avec 12,6% des voix, l'Alternative pour l'Allemagne réalisait un score inédit pour un parti d'extrême droite dans l'histoire d'après-guerre. Elle devenait troisième force politique du Parlement allemand. L'entrée de l'extrême droite constitue un choc pour une large partie de l'opinion allemande, toujours hantée par le souvenir du nazisme. Après une importante manifestation dimanche, juste devant la porte de Brandebourg, ils étaient nombreux à venir protester mardi matin devant le Parlement, cette fois, contre cette entrée de l'extrême droite. En Espagne, les indépendantistes pourraient proclamer officiellement l'indépendance jeudi lors de la convocation en urgence d'une session de leur Parlement à Barcelone. Une hypothèse qui revient régulièrement ces dernières heures. Ce serait une manière de couper l'herbe sous le pied aux autorités espagnoles. Vendredi, le lendemain donc, le Sénat à Madrid doit voter l'application de l'article 155 qui priverait la Catalogne de son autonomie. À suivre dans un instant, retour à Mardi Politique. L'invité de cette deuxième partie, David Racheline, il est maire de Fréjus et dirige la communication du Front National. À découvrir sur RFI.fr. 15 octobre 1987, Thomas Sankara tombe sous les balles d'un commando. 30 ans plus tard, on ignore toujours qui a commandité l'assassinat, l'a encouragé ou laissé faire. La justice burkinabé s'est saisie du dossier. Les questions sont nombreuses. Quel a été le rôle de son frère d'armes Blaise Compaoré, celui du président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, celui de la France? Quel a été le jeu de la Libye? RFI a retrouvé des témoins, dépouillé des archives et propose une enquête exclusive.
Qui a fait tuer Sankara 30 ans après? Piste d'enquête. Un webdoc à découvrir sur RFI.fr.